Je Oh, d'accord. Je voulais commencer par une petite boutade parce que quand même faire cours de méthodologie à 18 heures, etc., c'est quand même pas facile. Alors, je voulais vous persuader et puis vous me direz si ça marche à la fin que la méthodologie, c'est une aide heureuse pour vos travaux et qu'il faut voir ça avec un grand sourire et non pas comme une contrainte. En fait, la méthodologie, c'est pas, ce n'est pas une contrainte. C'est vraiment des outils. Alors j'ai mis le petit logo, la règle du jeu. Voilà, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Quand on connaît les règles, ben après on peut en bénéficier, en profiter pleinement. C'est pas quelque chose qui s'ajoute à vos travaux. C'est quelque chose qui va permettre de mettre en valeur vos travaux. Et c'est pourquoi, quand on connaît bien les règles du jeu, ben, ça devient vraiment plaisant. Ce que je souhaite à la fin de notre séance là de ce soir, c'est que ben, tout à coup vous vous disiez tiens j'ai envie de faire un devoir pour pouvoir appliquer ce que j'ai appris comme règle du jeu ce soir. On pose le pari et puis on verra si ça marche. En tout cas c'est mon objectif. Vous donner envie de pratiquer pour voilà pour s'améliorer parce que c'est aussi du côté de la méthodologie c'est quelque chose qui se travaille en fait c'est un peu comme le sport hein. Plus on en fait plus on est à l'aise et voilà plus on l'applique et plus on est à l'aise. Sur Moodle j'ai déposé, mais il n'y a pas très longtemps, hein, parce qu'avec tous ces trucs avec mes yeux, là, j'étais un petit peu coincée. J'ai déposé le plan des séances. Donc, vous pourrez les voir. Il y aura une thématique à chaque séance. En général, avec 2 points par séance. Et pour aujourd'hui, il y a donc 2 points à l'intérieur d'un premier grand chapitre que je voudrais consacrer à la méthodologie de la production organisée. Méthodologie de la production organisée. Ah oui, j'ai oublié de dire que le PowerPoint, il est disponible aussi déjà sur Moodle. Donc si vous voulez le suivre autrement, je sais pas si c'était utile, mais je l'ai mis. Voilà. Donc production organisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on va voir là, au moins pour la première partie ce soir là, et puis toute la séance en fait, c'est adaptable à tout plein de formats différents. C'est-à-dire que si vous avez un écrit sur table, si vous avez un écrit à préparer à la maison, si vous avez une petite question à préparer, si vous avez un oral à préparer. Tout ce que je vais dire là, c'est valable pour tout le temps. Pour tout le temps, donc c'est pratique. c'est c'est pour vous montrer qu'en fait, le format s'adapte. Vous allez pouvoir utiliser ce que je vais vous indiquer là concernant la problématique euh, à tous les voilà à tous les toutes les tailles, à tous les volumes. Donc je me souviens d'avoir donné des écrits lorsque j'étais venue, des écrits de préparation en maison, mais il peut y avoir des écrits sur table sur temps court, voilà, ou des oraux. Mais, toutes les formes en fait sont concernées. Alors, on va commencer le premier temps pour ce soir avec qu'est-ce que problématiser. Rien que le mot, ça fait peur et on se dit que ça crée des problèmes. C'est le cas de le dire. En fait, ça problématiser, on va retourner la situation. Problématiser, ça sert à résoudre les problèmes. Et je vais essayer de vous le montrer en plusieurs étapes. On vous parle souvent de la problématique, hein. C'est quelque chose d'assez récurrent. Alors, euh, en fonction des générations. Aujourd'hui,
tous les étudiants, tous les élèves qui sortent du lycée sont bombardés de problématisation. C'est-à-dire qu'ils savent le faire, ils en ont même jusqu'à plus pouvoir tellement toutes les matières, on leur dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ils savent faire. Mais les générations précédentes, on était beaucoup moins sensibilisés, je me mets dedans, hein, parce que on était beaucoup moins sensibilisés au lycée, par exemple, à la nature de la problématisation. C'était pas un terme qu'on employait aussi souvent qu'aujourd'hui. Donc, il y a parmi les différentes générations, il y a des inégalités en quelque sorte, parce que pour certains, problématiser, c'est absolument spontané, et pour d'autres, c'est considéré comme un corps étranger, un peu difficile d'appréhension. Alors là, j'ai des garçons moi qui sortent du lycée et franchement, pour eux, c'est complètement rentré dans les habitudes. Alors, qu'est-ce que c'est que problématiser? Pour ceux qui sont un peu moins habitués à cette notion-là, même si arrivant à préparer le duet à Nice, vous en avez forcément entendu parler. Alors, pour, Ma- Ma- Marie-Laure, pour définir, comment? Marie-Laure, excuse-moi, une petite demande pour ceux, surtout qui nous suivent sur leur téléphone. Est-ce que tu peux Oui, faire disparaître la barre d'outils de ta page Word? Ça agrandira la diapo. Si tu vas à droite et tu appuies sur la petite flèche qui est sur la barre d'outils, est-ce que tu réussis à voir cette toute petite flèche à droite de ton écran dans PowerPoint? Je pense que ça a la forme d'un accent circonflexe, complètement à droite. Je pense qu'on l'a perdu. Oui. Oui, c'est figé. Mm. Bonsoir, hein. Bonsoir. Il y a des personas que me dicen que no voy para persona, me voy. Que j'ai yo no j'ai le eu voy un j'ai eu un moment de déconnexion. Oui, oui, Alors du coup, je refais partager. oui. Et est-ce que Euh, ça va mieux maintenant? voilà. La barre Excellent. du haut C'est est bien. Excellent. enlevée. C'est Oui, très bien. oui. Merci Ah, beaucoup. Génial. parfait. Merci. Alors, eh ben, on a été coupé au moment sommet où on arrivait à la définition. Qu'est-ce que c'est que problématiser? Alors, la problématique, c'est la question que vous choisissez personnellement qui va vous servir à traiter le sujet posé. Ça va nous servir de fil et puis on va déployer ça pour comprendre ce que c'est que la problématique. Donc, pour n'importe quel travail, Mm. Y le mal la señal, yo no la entampa. Oui, je pense que tous, on ne l'entend plus. Ujú. D'accord. Alors, euh, à commencer, double clic pour passer en mode écran. Double clic, participant. Voilà. Potetra, m- Jérôme, me revoilà. J'espère qu'on va pas voir ça trop souvent. Vous m'entendez là? Oui. Est-ce que tu es dans un Oui. coin où il y a un bon Oui. réseau, Ben, c'est Marie-Laure? normalement Bonsoir.
Normalement, il y a du bon réseau. Je ne sais pas pourquoi là ça saute. Bon, je remets le PowerPoint. Si jamais vous m'entendez toujours là? On t'entend très bien. On a commencé le partage Voilà. d'écran. Si jamais ça ressaute une autre fois, je vais déménager dans un autre coin. Hein? Ok. On fait une dernière tentative. Donc, la problématique, c'est la question que je choisis moi pour traiter le sujet qu'on me donne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du sujet, je vais travailler mon sujet sur mon papier brouillon, par exemple, hein, ou si par exemple on est en devoir sur table. J'ai tous mes brouillons, je jette toutes mes idées, je travaille le sujet. Et arrive le moment où je peux dire, ben voilà, j'ai tous mes éléments. Maintenant, comment je vais organiser ma façon de répondre? Et c'est là que je vais pouvoir poser ma question à l'intérieur de ce sujet. J'ai mis sur Moodle un document récapitulatif sur la problématique. C'est juste un recto verso qui va dire un petit peu autrement ce que je dis là dans le PowerPoint, mais qui prend un exemple un peu décalé. Vous verrez, c'est exprès pour changer un peu de sujet. C'est sur la culture du thé au Japon. La culture du thé, voilà. Donc, on doit imaginer qu'est-ce qu'on entend par la culture, parce que ça peut vouloir dire plein de choses, le mot culture. Bon, tout l'univers du thé, l'univers du Japon, etc. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un exemple un peu décalé, mais ça signifie justement qu'il faut déployer toutes les potentialités du sujet et à l'intérieur des potentialités, choisir quel va être mon fil à moi. Qu'est-ce que moi je propose qui va permettre de traiter le sujet qui est posé. C'est pas moi qui pose le sujet, on me le donne, mais par contre, je vais moi-même distribuer ma réponse, mon développement en tenant compte d'une question spécifique que je pose moi. Ah, j'ai pas l'impression. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Ça va. Ah, bah, Oui, mieux, très bien, parfait. J'ai eu un petit moment de doute. Alors, je passe à la diapo suivante. Voilà. Dans le sujet qui est posé par mon enseignant, dans le sujet que je reçois, je vais pas pouvoir tout dire. Par exemple, sur la culture du thé au Japon, on voit que c'est énorme en fait. Il y a plein de sujets qui peuvent arriver à l'esprit, plein de pistes de travail. On peut étudier la culture du thé, voilà, la notion culturelle. On peut étudier l'agriculture du thé et ça fait deux du sujet. Donc, eh, par rapport il y a un par, blanc. Bon. par rapport à, au sujet, est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend toujours? Oui, maintenant Ça oui. va. Bon. Donc, par rapport au sujet, on ne peut pas tout dire. Et le sujet ne demande en général jamais qu'on dise tout, hein, mais le sujet demande qu'on organise une réponse. Donc, parce qu'on ne peut pas tout dire et parce qu'il faut organiser son travail, alors la problématique va nous aider à délimiter le champ de réponse que je pose moi-même pour répondre à la question. Donc, que je pose moi-même la question à laquelle le devoir va répondre. On va prendre des exemples, bien sûr. Hein. C'est la théorie, mais on va prendre assez rapidement des exemples. Alors, je vous propose un premier. Ah, il se trouve que je suis en train de corriger des copies en ce moment,
Donc j'ai pris des exemples dans les copies des étudiants, comme j'ai pas mis les noms, ça me donnait de la bonne matière, et donc on va prendre des exemples tout à fait concrets que j'ai corrigés hier ou avant-hier. Alors, par exemple, un devoir de synthèse sur les persécutions des premiers chrétiens. Voilà, c'est un beau sujet. Donc voilà, un sujet très vaste parce qu'on peut le traiter au niveau historique. Quelles sont les causes des persécutions? Quels sont les textes qui nous parlent des persécutions? Quelles sont les questions théologiques qui sont posées par les persécutions? Qu'est-ce que le martyr, etc. C'est un univers énorme. Donc si je dois faire un devoir de synthèse sur les persécutions des premiers chrétiens, mes brouillons sont plein d'informations que je dois essayer de rassembler. Mais surtout, je veux, au milieu de tous ces brouillons, essayer de trouver la question à laquelle mon devoir va répondre. La question à laquelle mon devoir va répondre. C'est peut-être la formule la plus importante à retenir. La question à laquelle mon devoir va répondre. Alors, par exemple, ça peut être cette question. Vous voyez, j'ai sur ma copie, un enseignant me pose ce sujet de devoir. Faites un devoir de synthèse sur les persécutions des premiers chrétiens. En fonction des brouillons que j'ai et de ce que je peux développer, je peux poser la question, par exemple, comment la théologie chrétienne des origines a-t-elle été impactée par les persécutions? C'est une possibilité. J'espère que ça va. Vous voyez, l'objectif de cette première étape, c'est de vous montrer qu'il y a une différence entre le sujet et la problématique. Le sujet, c'est pas moi qui le donne. Enfin, si, des fois, c'est en tant que prof, mais le sujet, quand je suis étudiant, c'est pas moi qui le donne, je le reçois. Mais pour le traiter, moi, je vais choisir une question à l'intérieur. Donc, il y a une différence entre le sujet et la problématique. Il pourrait y avoir tout plein d'autres problématiques dans le... On va en regarder d'ailleurs. Tout le monde a été coupé. Oui, je pense. Marie-Laure, on vous entend plus. Elle ne Il nous faut lui entend envoyer un plus message aussi. peut-être. Voilà, Ah ben voilà. je suis de retour. Et ça a coupé il y a longtemps ou bien? Oui, Quelques secondes quand même, ouais. Donc, sur le sujet, la différence entre le sujet et la problématique, ça va? Oui. Oui, Oui, ça va? Parfait. Donc, voilà, on pourrait penser quand on reçoit un sujet que voilà, on a à tout dire sur ce sujet, mais voilà, il faut organiser les choses et puis en général, on peut pas tout dire. Donc, du coup, il faut se dire que le sujet, c'est un espèce de grand possible et que là-dedans, moi, je vais développer une question qui me permet de mettre en valeur mes connaissances. Voilà pour la première étape. J'avance encore un tout petit peu avant mais si vous avez des questions, notez-les bien, puis on va bientôt avoir un petit temps de questions. Je progresse un tout petit peu parce que c'est important d'avoir j'arrive plus à passer mes diapos. Voilà, d'avoir un petit repère de forme. La problématique, c'est en général une question ouverte. Une question ouverte. On n'utilise pas autant que possible
une question qui attend une réponse oui ou une réponse non, parce que sinon ça fait des plans un peu rigides, vous voyez, est-ce que ceci ou est-ce que cela, ça peut faire un plan un peu qui va pas au fond des choses, quoi. Une fois oui, une fois non, une fois peut-être, c'est pas, vous voyez, c'est pas suffisant. En revanche, quand on pose une question tout à fait ouverte qui commence par comment ou en quoi, alors vous allez pouvoir tourner autour de votre problématique pour y répondre de façon variée dans chaque partie. Et là, c'est plus riche. C'est en général plus porteur. Donc, vous pouvez retenir que avec une question comment ou une question en quoi, vous aurez plus de liberté finalement. Parce que si on passe, vous voyez, d'un partie oui, une partie non, une partie peut-être, c'est pas très, ça mène pas très loin. Tandis qu'avec comment ou quoi, on arrive à faire des belles choses. Marche par rapport à la slide suivante, par rapport à la question, donc au fameux devoir de synthèse sur les des chrétiens. Et donc la question, comment la théologie chrétienne des origines a-t-elle été impactée par les persécutions? Donc vous voyez que j'ai choisi une question en comment qui va permettre de tourner autour c'est une question très large, très vaste, et du coup de l'aborder dans chaque voilà, de plusieurs façons différentes qui donneront les différentes parties de mon travail. Donc, comment la théologie chrétienne des origines a-t-elle été impactée par les persécutions? On voit bien qu'il faudrait déjà faire un petit rappel des persécutions, des causes, etc. Mais dans ma question là, vous voyez, je vais axer ma synthèse sur les questions théologiques que ça pose. D'autres, si on voulait faire un travail en histoire, par exemple, d'autres pourraient une autre possibilité de problématique, ce serait de poser justement cette question des causes. En quoi est-ce que les premiers chrétiens gênaient si fort l'Empire romain, vous voyez? Et ce serait un autre type de devoir. Donc en fait, c'est ma question qui va orienter la totalité du devoir, va lui donner sa couleur générale. Ici, en l'occurrence, soit une couleur historique, soit une couleur théologique. On pourrait même imaginer d'autres choses. Ça pourrait même être une couleur littéraire, puisque on aurait pu avoir comme problématique comment les pères apologistes ont-ils rendu compte des persécutions. Et là, on aurait la dimension littéraire des apologies. Par exemple, je vous donne des exemples qui peuvent peut-être vous rappeler des souvenirs du cours des pères. Mais du coup, une chose à retenir, c'est que une question ouverte en comment ou bien en quoi, c'est très porteur pour un travail parce que ça permet de revenir d'une partie à l'autre, de revenir à la question pour la traiter autrement. Donc, dernière petite chose que je voulais vous proposer au niveau de la forme, c'est de privilégier une question et non pas tout un jeu de questions, surtout quand on voudrait en quelque sorte annoncer le plan de cette façon. Et là, c'est ennuyeux parce qu'en fait, on serait en train de confondre la problématique et l'annonce du plan. Donc, si on fait bien une seule question, eh bien, on peut profiter de cette question et puis dire, pour répondre à cette question, on commencera par ceci ou cela, etc. Et du coup, l'annonce du plan est bien distincte. Donc, ça, c'est une façon de simplifier en fait au démarrage surtout, quand on n'a pas encore bien l'habitude de faire une problématique,
Et souvent, on la fait soit trop longue, soit trop compliquée, soit on veut mettre tout dedans, y compris le plan. Et du coup, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, je reprends mon petit topo là, donc. La, donc, la première chose à retenir, c'est qu'il y a une différence entre le sujet et la problématique. La deuxième chose à retenir, c'est que c'est bien de présenter ça sous forme d'une question en quoi ou comment. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une différence entre la problématique et l'annonce du plan. J'ai aucune idée si je vais trop vite ou si ça va. Vous pourriez me dire si ça va ou si je vais trop vite. Très Ça bien. va très bien. Ça va très Parfait. bien. C'est Ah ben parfait. merci. Merci. Mais c'est pas facile par visio, hein. Comme je vous vois pas, je sens pas si c'est à la bonne vitesse, si c'est à la bonne. Merci beaucoup. Alors, tout cela est bien un peu théorique, hein, quand même. Est-ce que là où on en est, vous avez des questions? Une petite question sur les. Et puis ensuite, on va regarder des exemples. Moi, j'ai une question, si Oui? possible. Ton micro. Vous avez enlevé votre micro, je vous entends plus. Fini. C'est bon, là, vous Oui, m'entendez? Oui, voilà. ça y Donc, est, là on vous entend bien. merci. Ce que je voulais demander, c'est donc quand vous faites vos corrections, vous posez une question donc qui est assez générale, vous donnez un sujet, je veux dire, assez général, et après, vous corrigez Ouais, des devoirs très différents les uns des autres, du coup. absolument. D'accord, Oui, d'accord, ok. Donc, c'est ce que je voulais absolument. Oui, oui, vérifier. Donc, oui, oui, tout à fait. d'accord. Ben, c'est la différence euh, parce que nous sommes en méthodologie concernant les attendus universitaires. Mhm. Mhm. C'est la grande différence avec une question de cours qu'on pourrait avoir, vous voyez, qui soit juste une question de connaissance. Mhm. Mhm. Sur une question de connaissance, il y aura beaucoup de ressemblances entre les devoirs rendus. En revanche, sur une question ben, qui touche la réflexion théologique, forcément, le sujet va vous permettre d'aborder les choses avec tout ce que vous voulez. Vous avez chacun un parcours différent, vous avez des goûts ou des spécialités en théologie spécifiques, voilà. Et du coup, ben forcément, ça colore les travaux. Très bien, merci. Moi, j'ai une question. Quand vous parlez de questions en comment et en quoi, cette question, elle émane du professeur, c'est pas celui qui répond qui pose la question. C'est votre question. Ah, c'est notre question? Oui, tout à fait. Vous voyez, par exemple, je reprends là, sur la slide où on est, le Oui. sujet qui a été donné par le professeur, c'est, voilà, sujet de synthèse, deux points, les persécutions des premiers chrétiens. Mhm. Voilà, ça c'est le sujet donné par l'enseignant. Mhm. Une possibilité de problématique à partir de ce sujet, c'est celle que j'ai mis en dessous, donc la question comment. Comment la théologie chrétienne des origines a-t-elle été impactée par les persécutions? Vous voyez que c'est une reformulation qui D'accord. Ok. permet d'orienter votre travail. Oui, et alors cette formulation-là, cette question-là, on la trouve pas tout de suite, hein. On la trouve quand on dit en général, on dit pour avoir un petit ordre d'idée, quand on a un devoir de 4 heures, je sais pas si ça vous arrive parfois, on doit trouver la problématique, c'est-à-dire cette question-là, et puis du coup le plan qui va germer de cette question-là au bout de la première heure. C'est pas immédiat, hein, ça se travaille. Ça c'est en regardant mes brouillons, je dis bon, quelle question je peux poser qui va me permettre d'exploiter ce que je peux répondre. Vous Alors, voyez? C'est pour ça que je oui. disais qu'il y a une grande différence entre, par exemple, un historien qui va répondre à cette question, à ce devoir de synthèse, et un théologien. Là, c'est typiquement la problématique d'un théologien
Et typiquement, un historien ne peut pas la poser. Il a pas ce qu'il faut. Donc, il va pas du tout poser la problématique de la même façon parce que ce qu'il a à exploiter et les réponses qu'il peut apporter sur le sujet des persécutions des premiers chrétiens, elles sont d'une autre nature et du coup, il va poser sa question pour pouvoir mettre en valeur ses propres connaissances. C'est Ok. plus clair? Oui, oui, oui. Parfait. Juste peut-être, comme le duet, maintenant, on n'est plus sur des examens de 4 heures, mais de 2 heures. Peut-être que vous Oui. pourriez plus tard nous expliquer justement comment on fonctionne pour des examens qui sont quand même beaucoup plus courts. Alors, en 2 heures, bon, Ouais. il n'y a pas une heure Ouais. de préparation, hein. Oui, oui, oui. Alors oui, absolument. Ça continue. Cependant, cette partie-là de recherche, voilà, de jeter un peu tout ce qui nous vient à l'esprit pour répondre, si on regarde ce sujet-là, hein, sur les persécutions des Mhm. premiers chrétiens, tout ce qui me vient, je le mets sur mon brouillon, et ensuite je cherche la question qui va permettre de rendre compte de mes brouillons là, de ce que je peux dire dessus, quoi. Cette partie-là, qu'on ait qu'on ait 2 heures ou qu'on ait 4 heures. Alors après, elle varie en volume, mais elle est indispensable quand même. Mhm. Ça reste une partie nécessaire de jeter en fait tout ce qu'on pense répondre à la question et puis trouver la question du coup, le calibre de la question. Après, ça va être beaucoup la différence entre un travail de 2 heures et un travail de 4 heures par exemple, ça va être que il va falloir assez vite écrire, rédiger directement. Et ouais. Là, je crois qu'on vous a perdu, là. Oui, Quand votre image se fige, c'est pas bon signe. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gérard. Il y a des micro-coupures fréquentes, Ah mais oui, au oui. final, je vous retrouve assez facilement. Elles, je sais pas pourquoi. On essaiera de voir si je peux trouver un autre endroit pour la prochaine fois. Ouais, un endroit un peu Un peu plus avec un stable, meilleur ouais, mais réseau c'est peut-être. étonnant. Tout en réfléchissant, je me dis que je crois connaître la raison. C'est que mon fils aîné est parti avec le répéteur. Ah, Je pense que j'ai découvert la raison. Ah, il y a de très grandes chances que ça soit ça. Si vous aviez un répéteur, Et voilà. si Et vous ne c'est l'avez pour ça que je suis plus, étonnée que ça saute tout le temps, mais en fait, ouais. je crois Là, il a pris ce qu'il fallait. ouais. Et s'il ne répète plus, on est mal barré. Alors, quelques exemples euh, pour, euh, pour prendre voilà, des exemples variés, parce que c'est un peu comme ça qu'on se fait son idée. Alors, un deuxième exemple de sujet que je suis justement en ce moment en train de corriger, c'est un devoir qui a été proposé pour des étudiants sur la préoccupation des pères de l'Église pour l'unité. Alors c'est un très très vaste sujet aussi. Les pères de l'Église sont préoccupés de l'unité. Vous voyez que quand on réfléchit à cette question, il y a tout plein de choses qui viennent en tête. La lutte contre les déviances, contre les hérésies, la théologie de l'unité pour plein de choses, hein. Par exemple, l'unité de Dieu, l'unité entre l'unité de la nature humaine et divine du Fils, par exemple, il y a tout plein de sujets extrêmement variés qui peuvent être convoqués pour ce sujet, et puis des questions aussi très très différentes du style
Les pères de l'Église étaient très très préoccupés de l'unité et ils partageaient beaucoup, notamment par toute une énorme proportion des œuvres des pères, ce sont des lettres. Donc ça montre que ce sont des véhicules de communication. Hein. Donc on peut traiter ce sujet, encore une fois, de façon très variée. Et donc, je le redis, mais ça répond à la question de tout à l'heure de Christine, je crois. Autant d'étudiants, autant de formulations différentes de la problématique, parce que en fonction de ce qu'on veut mettre en valeur, on peut avoir une organisation, puis du coup une question qui va être extrêmement variée, potentiellement très variée. Je sais pas vers quelle question vous orienteriez pour la préoccupation des pères de l'Église pour l'unité, mais enfin c'est un très vaste sujet. Alors pour vous montrer cette variété, j'ai sélectionné quelques exemples de problématiques telles que je suis en train de les corriger là en ce moment. Donc j'ai recopié les problématiques qui m'ont été proposées dans 5 devoirs. Et vous allez voir, 5 devoirs, 5 problématiques vraiment, vraiment très, très variées. Première question potentielle. Il s'agira de voir en quoi la théologie de l'unité est importante pour les pères. C'est une première problématique posée par un étudiant. Voir en quoi la théologie de l'unité est importante pour les pères. Alors, c'est une façon, on va dire, un peu classique, hein, puisque là, du coup, il y a juste la question la question du sujet est transformée en... Non, le sujet est transformé en question, et c'est un peu fourre-tout, quoi. Hein, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Hein. En quoi la théologie de l'unité est importante pour les pères. Bon. Mais c'est une problématique. Un deuxième exemple va vous montrer au contraire comment, c'est vraiment 2 exemples opposés. La première, la A, elle reste extrêmement large, elle ne présume de rien à l'intérieur, elle ouvre simplement voilà, en disant que c'est important. Et important, c'est très vaste, hein, donc c'est pas précisé. Alors que la B, elle est extrêmement précise déjà. Voilà la B. Comment ont-ils pu maintenir une unité au sein d'une telle diversité? Parce que l'étudiante avait développé un petit peu la diversité des premières communautés chrétiennes. Donc, comment ont-ils pu, les pères, maintenir une unité au sein d'une telle diversité sans l'écraser dans une uniformité? Donc, vous voyez que là, au contraire de la première question, la deuxième question, elle est très, très orientée. On va voir que dans ce devoir-là, forcément, la question va être traitée à la lumière de comment s'articulent unité et diversité, ce qu'on ne sentait pas du tout dans la première. Ça vous montre, vous voyez, autant d'étudiants, autant de problématiques variées. Autant, je le dis là, entre ces deux-là, autant la première problématique est un peu bateau, quoi, elle dit pas grand-chose, autant la deuxième est extrêmement pointue, et du coup, là, vous voyez, ça signifie que la personne, elle a assez d'éléments très, très précis pour pouvoir faire avancer une question compliquée comme ça. Hein. Donc, ce sont un peu les 2 extrêmes. Ça va? Oui. Oui, j'entends un petit oui, ça va. Une autre possibilité que j'ai relevée, la question C. En quoi les pères de l'Église ont commencé à bâtir les fondations du christianisme en vérité pour tendre vers une unité? Alors, vous voyez que celle-ci, elle est intéressante parce que
elle comporte presque déjà une réponse dans la façon de poser la question. Là, on voit que l'étudiant qui a posé cette question-là, il a une vision de l'unité qui est son objectif et voyez comment les pères de l'Église ont commencé à bâtir les fondations du christianisme pour tendre vers une unité. Ça veut dire que pour lui, il va relire les textes des pères à la lumière de cette recherche d'unité. Le petit risque par rapport à la question B, le petit risque, c'est qu'il oriente tellement vers l'unité qu'il aura un petit peu de mal à rendre compte du fait que les premières communautés, elles étaient très diverses et qu'il y avait aussi des réponses théologiques diversifiées. Il aura un petit peu de mal à en rendre compte parce qu'il a positionné comme objectif de montrer que tout ça tend vers une unité. Donc elle est un petit peu, comment dire, un petit peu risquée, cette question C, parce qu'elle risque de ne pas laisser assez de place à l'expression de la diversité. Mais elle a le mérite de poser la question de l'unité de façon originale. Ça va? Ça va toujours? Question D. Un autre étudiant pose la question sous une autre forme. Alors, comment s'exprime la préoccupation de l'unité chez les pères de la première période, puisque c'était ça le sujet, et quelle est la théologie de l'unité qui en découle? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette proposition D? Il y a deux questions. Et voilà. Quelquefois, sans s'en rendre compte, on suit son idée et on s'aperçoit pas qu'en fait, il y a deux questions là, oui. Et c'est difficile de répondre de front à deux questions. Absolument. Le petit risque, alors du coup, c'est que, alors l'étudiant qui a posé cette question-là, finalement n'est pas tombé dans le piège de faire un peu son plan avec cette problématique, parce qu'en fait il a choisi d'illustrer l'unité chez trois pères différents, et du coup il s'en est bien sorti parce qu'il n'a pas finalement confondu la problématique avec le plan. Mais moi, quand j'ai vu la problématique, j'ai dit c'est risqué, et au final il s'en est sorti. Donc vous voyez, parfois il y a des conduites à risque qui cependant ne posent pas de soucis au final. J'ai gardé une dernière proposition pour la fin parce qu'elle était vraiment magnifique, celle-là. C'est un peu là, c'est la plus jolie que j'ai trouvée dans mon paquet jusqu'à maintenant, mais mon paquet n'est pas fini. Comment les pères de l'Église élaborent-ils des formulations de la foi et des pratiques ecclésiales aptes à construire et à penser la spécificité de l'unité des chrétiens? Elle paraît un petit peu plus complexe, mais elle est finement posée parce qu'en fait, elle permet de poser déjà dans la question que l'unité chez les chrétiens, c'est une unité tout à fait spécifique. Donc ça va être intéressant parce que de fait, elle va pouvoir dire, il y a effectivement une lutte contre les divisions, bien sûr, mais ça ne signifie pas qu'à l'intérieur des communautés, on cherche à niveler toutes les différences culturelles. Au contraire. Donc la formule finale, la spécificité de l'unité, moi j'aurais dit plutôt chez les chrétiens, mais c'est pas grave. La spécificité de l'unité chez les chrétiens ou la spécificité de l'unité des chrétiens, c'est une excellente idée parce que ça permet de dire une réponse qui va être circonstanciée en fonction des contextes. Donc elle est pas mal du tout, celle-là. Pas mal du tout. D'ailleurs, le reste du devoir était très bien aussi.
Je vous donne des souvenirs à chaud parce que ça, j'ai corrigé celle-là hier. Est-ce que je peux vous poser une question? Et tout à fait absolument. Euh, ce travail-là, ce devoir a été fait par quel type d'étudiants? Quel est leur niveau? Ils sont Alors là, en j'ai été surprise combien parce que année? c'est une débutante qui a fait la question E là, elle m'a bien surprise. C'est une débutante, mais c'est une débutante qui n'est pas sans arrière arrière-fond déjà théologique parce que c'est une jeune novice qui est dans une communauté religieuse et qui prend des cours à Théo en ligne. D'accord. Voilà, donc elle vient de commencer, n'empêche que elle va aller loin à mon avis. Alors le public que vous avez vu là dans les différentes questions, de A jusqu'à E, ce sont des gens extrêmement variés, parce qu'en fait les cours en ligne attirent des gens d'horizons vraiment très variés. Aussi bien des gens qui ont une bonne formation déjà que des gens qui démarrent. Alors elle démarre, mais elle est déjà bien sur les rails. En fait, elle a fait des études de lettres avant, et du coup ça se voit, ça se sent. C'est pour ça que je l'ai gardée un peu comme comme une cerise sur le gâteau, celle-là. Ça sent l'expérience là déjà. Ok. Voici un petit récapitulatif des cadeaux que nous apporte la problématique. Vous voyez comme c'est formidable de savoir faire une belle problématique. Ceci dit, ça demande de l'expérience, hein, donc ça se travaille. En général, voilà, plus on cherche à formuler cette problématique, plus on est conscient, plus elle nous apporte de facilité. Mais c'est vrai qu'au début, il faut un peu comme pour apprendre à faire du vélo, quoi. Il faut se lancer. Donc, une petite récapitulation sur les bienfaits qu'apporte la problématisation. Donc, la problématique qui est personnelle, hein, me permet de poser la question à laquelle je souhaite répondre par mon travail sur le sujet proposé. Première chose. Deuxième chose, je la formule pour mettre en valeur les éléments de réponse dont je dispose. Hein. C'est ce que je disais, je fabrique ma problématique en regardant tout ce que j'ai mis sur mes brouillons et en quelque sorte en choisissant une question qui va permettre de mettre en valeur ce que je peux développer. Voilà. Je pose ma question sous forme d'une question ouverte, en comment ou en quoi, et elle devient ainsi le fil rouge de mon travail. Le petit fil d'Ariane, ou le fil rouge. Alors voilà, si vous avez d'autres questions sur la problématique, j'en ai mis de toutes formes et de toutes. Est-ce que ça vous paraît clair et est-ce que vous voyez des difficultés qui vous posent problème, des obstacles, des expériences aussi qui vous feraient vous poser certaines questions? Pardon, moi je voudrais dire que j'aurais peur d'oublier quelque chose, c'est-à-dire en faisant une sélection, de Oui. laisser de côté certaines choses importantes et ça m'angoisserait. Ah oui. D'ailleurs, c'est ce qui Alors, m'angoisse toujours. ouais. Lorsque vous jetez sur le brouillon tout ce à quoi vous pouvez, voilà, tout ce que vous pouvez apporter comme connaissance, ça alors un petit conseil que je donne, un conseil très pratique et qui n'est pour une fois qui est pas très écologique, mais je recommande quand on est en travail sur table, hein, parce qu'à la maison on peut, mais à la maison c'est pareil aussi, d'écrire les idées qui vous viennent
Et tous les éléments de réponse que vous voyez qu'il faudrait traiter, de les écrire sur un seul côté du brouillon. Parce que comme ça, vous pouvez les étaler devant vous et du coup, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit caché en dessous, hein, que vous ayez une vision panoramique de toutes les directions que vous voyez, voilà, auxquelles vous pensez. Ça permet d'en éviter moins, d'en oublier moins que quand on écrit des deux côtés. Mhm. C'est un petit conseil vraiment Oui, c'est pas bêta, idiot. mais au final, c'est logique. Parce Oui. que quand on a devant soi ces premiers jets de brouillon, c'est rassurant de se dire qu'on risque pas d'oublier de tourner une page et d'avoir, voilà, de laisser de côté ce qu'on avait mis au verso. Ouais. Et C'est puis rassurant. d'avoir, deuxième avantage, quand on a tous ces brouillons devant soi aussi, ben ça stimule aussi d'autres réponses. Alors du coup, ça permet de dire, bah oui, il faut pas que j'oublie ça et de le noter vite vite pour ne pas. Voilà. C'est vrai que c'est toujours l'angoisse hein, de se dire, mince, je suis passé à côté du sujet parce que j'ai pas pensé à ceci ou à cela. La présence d'esprit. Alors là, il faut prier l'Esprit Saint. Hein. La présence d'esprit, c'est lui qui la donne. Mais c'est vrai que quand on, quand on met tous les brouillons devant soi comme ça, sur le recto, euh, on, ben on oublie moins de choses. Et C'est une ça petite. rassure. Ouais. Si, courage, courage. Je pense que ça permet également, si nécessaire, de les redécouper pour les remettre en ordre. Exactement. Tout à fait. Oui, Soit tout de les à fait. numéroter, mais de les découper, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, voilà. Mm. Alors, un autre élément pour ne pas oublier de choses importantes dans le traitement d'un sujet, c'est de bien penser à définir tous les mots du sujet. Ça, c'est souvent une piste. Parfois, pas plus tard que jeudi dernier, j'ai eu ça. Puisque j'ai les examens aussi de mon côté, donc j'ai des exemples encore. Un oral préparé. Eh bien, elle n'avait pas bien compris le mot sujet, hors sujet parce elle a pas défini les mots du sujet. Pour préciser tout bêtement, elle avait un sujet sur les différentes hérésies et comment la réponse des pères de l'Église aux hérésies a finalement stimulé la recherche théologique. Mais c'est une personne non francophone et elle n'a pas compris le mot hérésie. Alors, comme elle l'a pas défini, elle est partie parce qu'elle avait une idée en tête. Elle est partie sur les persécutions. Elle a dit le monde n'a pas compris les chrétiens, voilà les causes des persécutions, etc. Hors sujet total. Mais ça, c'est vraiment caricatural presque, hein, parce elle n'avait pas compris le mot-clé du sujet. Donc, passer du temps autour des mots-clés du sujet ne fait jamais perdre de temps. Et Marie-Laure, Oui, je comprends bien définir les mots difficiles du sujet, ça veut dire les mots incompréhensibles, que tu ne comprends pas, que ça n'a pas de sens. Ah, et tu relis le truc, c'est ça? c'est ça. Par exemple, dans le sujet sur la préoccupation des pères de l'Église pour l'unité, il y a un très bon devoir qui a commencé par dire, s'il y a une préoccupation, c'est parce que il y a des mises en danger de l'unité. Mais de quelle unité on parle? Vous voyez? Et tout ça, ça permet voilà, de stimuler la réflexion pour se dire, pour que le sujet soit bien traité, il faut qu'on ait un peu fait le tour de la définition. C'est pas forcément des mots difficiles, le mot unité, le mot préoccupation, mais d'aller creuser un peu dedans pour bien voir le zoom du sujet. Ça va? Mhm. Alors,
Ici, je, je me disais que en fait, comme c'est la première séance, on n'a pas d'expérience encore. Je me disais, est-ce que vous souhaiterez avoir une petite pause, même si elle n'est pas très longue, ou pas, dans nos séances? J'avais prévu, je me disais peut-être 5 minutes. C'est comme vous voulez. Si vous dites on est parti, on a le bon rythme, on continue. Moi j'ai pas de souci. Si on se dit autrement, ce serait du 4-5 minutes, hein, pas plus. Mais ça peut. C'est comme vous préférez. Je sais pas quoi. Il faut qu'on trouve la méthode qui nous permettra nos séances. Qu'en pensez-vous? Bon, je laisse les autres parler, moi, il n'y a rien qui me dérange. Pas besoin, besoin. Alors, Non, si on peut c'est continuer. 5 minutes. 5 minutes, oui, mais c'est- pas plus. Ah Le temps non, non, d'aller non, un pas, peu. pas plus, hein. Non, non, c'était Voilà. vraiment Alors, pour, je suis voilà. d'accord, moi. Si les Oui, autres sont d'accord. si c'est d'accord. pour aller, si c'est pour aller Pause autour technique. de ce beau lac de montagne et avec les pins, 5 minutes, ça va bien, hein. Ça Voilà, vous ça va? fait méditer. Ben écoutez, on reprend pile à 19h05 et comme ça, Voilà. ceux qui n'ont pas besoin de pause technique, vous pouvez méditer. Ça, comment ça s'appelle? Au-dessus de Villard-de-Lans. Le petit Ah, lac d'accord. au-dessus de Villard-de-Lans. Mhm. Allez, à tout de suite. Tout de suite. Et Nos amis, écoutez-nous. Là. Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que Oui, vous m'entendez, André? oui, Solange, je Ah, t'entends. tu Je me t'entends. vois? Moi, je vois que toi. Ah oui, non, mais Moi aussi, je vous entends. c'est parce que j'ai pas masqué ma caméra, mais je peux la masquer si tu veux. J'entends plus rien là. Comment? Pardon? Donc je disais, si tu me vois, c'est parce que j'ai pas masqué ma caméra. Non, mais moi, je voudrais bien l'ouvrir, mais je sais pas si tu me vois. Ah J'ai oui, non, mais aucune. là, je te vois. Non, non, je te vois. Je te vois et je t'entends. Le, le son est très haché. Le Ah son est oui. très haché. Je sais pas pourquoi. Ben, j'entends bien le prof et je vous entends, mais je vous vois pas. Ah, J'ai ouvert ma caméra par surprise parce qu'en bas tout était barré. Je comprenais pas pourquoi. Et est-ce maintenant, que tu vois le texte de la prof? oui, je vois la belle photo là du Ah lac. oui. Ok, ben c'est essentiel, ça résume le Très, cours. très poétique, très beau. Elle est belle, ma photo, hein? Eh oui, Ah, oui, oui. elle est formidable. Je dirais, elle repose. Oui, c'est une vraie pause. Bon. Ah, c'est une pause. Est-ce que vous m'entendez, Madame Chayeb? Oui, moi je vous entends bien, oui. Ah, je viens d'ouvrir la caméra et le micro tout en même temps. Ah ben, c'est pas Je grave. vous entendais, mais je ne voyais personne. Et là, tout d'un coup, ça se... Voilà. Bon, eh bien, je pourrais vous poser une question peut-être à la Ah fin. ben, ce sera très bien, ce sera On très va bien. voir. On va voir.
Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Et alors, je sais pas qui parle, mais j'entends très bien la voix. Alors, c'est indiqué Henri, mais en fait, c'est Corinne. D'accord. Corinne. Oui, Donc, bonjour Henri, Corinne. Et veuillez m'excuser Solange, pour le moi, retard. Je viens Mais juste non, je d'arriver vous par en prie, rapport au je vous en travail. Mhm. voilà. Donc voilà, donc bah du coup, j'ai pas suivi la première heure. Je sais pas D'accord. trop ce qui a été parce qu'apparemment on est en pause. Là, c'est la fin de la pause. Bon, On s'est donné On 4 Voilà. minutes de pause parce que, On reprend. voilà, petite pause. Et puis, du coup, ben, on va reprendre. Donc, je vais revenir peut-être pour Corinne. Donc, je reviens un tout petit peu Ah en oui, arrière, ça, donc c'est sur ce intéressant. qu'on a dit de la problématique. Je la formule. Du coup, ça va être trop rapide pour Corinne, mais pour les autres, ça va vous, voilà, il remettre faudra les que choses. Donc, je la regarde problématique, juste avant. Les éléments de réponse. voilà. La Vous êtes à la problématique, 14e fiche, la première à la alors, 13e alors, c'est ça? Les éléments de réponse. ça, c'est la 14e, mais j'entends plusieurs micros ouverts et du coup, ça me fait un petit peu de, je sais pas, on va voir. Je vais fermer, Donc, je la vais fermer. problématique me permet de poser la question à laquelle je souhaite répondre par mon travail sur le sujet proposé. On a bien distingué entre le sujet qui est donc proposé par l'enseignant et puis la problématique, c'est ma question à moi que je vais poser pour répondre à ce sujet. Donc le sujet n'est pas la même chose que la problématique. Je la formule pour mettre en valeur les éléments de réponse dont je dispose. Donc ça, c'est au vu de tout ce que j'ai posé sur mes brouillons, j'essaye de trouver une question qui va me permettre de mettre en valeur tous les éléments de réponse que j'ai rassemblés. Voilà. Et puis cette question, j'essaye de la poser sous forme d'une question ouverte, en comment ou en quoi, Ça, qui c'est devient du coup le fil rouge de mon travail. important. C'est très important. Donc voilà un peu le résumé de ce que nous avons vu au début sur la problématique. Mais du coup, quand vous verrez toutes les slides les unes après les autres, vous verrez ça, c'est juste la récapitulation. Marie-Laure, Oui, je peux me permettre, bien sûr, bien sûr. parce qu'avant d'avancer, si j'ai bien compris, le sujet, c'est le sujet. La Le problématique, sujet, on n'a pas le choix, on le reçoit, c'est ce qu'on découvre quand on dit, voilà, vous avez un devoir, le sujet, c'est ça. alors, je peux, parce que là, on est sur les pères de l'Église à travers l'unité des chrétiens. Par exemple. Mais, C'est un exemple. Je peux donner un exemple personnel pour que oui, bien sûr, bien sûr. Alors, par exemple, en anthropologie, qu'est-ce que l'homme? De Joseph Griffon. C'est le livre. C'est le Oui, livre. oui. Samedi, j'en ai un. C'est ce livre que j'ai lu et tout. J'ai plein de questions. Dans tout cela, je cherche la problématique. Alors, Mais je peux là, prendre dans ce livre un mot qui me touche énormément. Par exemple, la transhumanisation. Et de là, je vais relier. Est-ce que c'est ma question? Ou c'est alors, trop... en fait, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est quand j'ai un livre, ben, du coup, vous voulez faire quoi avec ce livre? Vous voulez faire un compte-rendu? Il va faire oral, moi. C'est un compte-rendu du livre, le sujet? Oral. Ouais, il dit comme tu veux. Voilà. Donc le sujet, du coup, ce Qu'est-ce que que vous l'homme? recevez à faire, c'est faites un compte-rendu de ce livre. Ah, C'est ça, n'est-ce pas? non, je sais pas. Non? Je sais pas, promis. Je vais aller. J'ai été beaucoup absente cette année, malheureusement. Voilà. Pour pouvoir répondre bien à la question, faut que je zoome sur. On va faire comme si, hein, on peut dire ça. Si le sujet que je reçois, c'est merci de faire un compte-rendu de cet ouvrage. Mhm. Voilà. Donc dans ce cas-là, le compte-rendu, je peux tout à fait l'orienter avec ma problématique à moi. La problématique. C'est-à-dire, voilà, j'ai lu cet ouvrage et je vais en rendre compte en privilégiant une question
Ah, voilà. qui va me servir de fil rouge pour lire le livre, en fait, de Et la façon question, transversale. ok, mais la question, je peux la prendre dans ce livre, par exemple, le transhumanisme. Ouais, par exemple. Alors, du coup, Je à ce développe moment-là, là-dessus. la question, du coup, la problématique, mais il faut faire attention à quel est le sujet. C'est ça, parce que si le sujet, c'est merci de rendre compte de l'ouvrage, si c'est un résumé qui est demandé, par exemple, du coup, il faudra faire un résumé et là, on n'a pas tellement de problématiques à proposer. Vous voyez? Par contre, si c'est rendre compte de qu'est-ce que ce livre vous a apporté, eh ben, vous pouvez dire à ce moment-là, alors là, moi, j'ai apprécié de lire ce livre et dedans, surtout, la façon de comment il traite le transhumanisme. Ouais. D'accord, ben voilà, Mais tout j'ai dépend compris. tout dépend du sujet. La problématique, c'est ma question à moi sur Voilà, le transhumanisme. C'est ça, là. voilà. Voilà, ben, Mais faudra faire bien attention à quel est le sujet, c'est-à-dire si c'est rendre compte du livre ou si c'est une question libre à partir du livre, quoi. Qu'est-ce qui vous rejoint dans le livre? C'est pas du tout le même sujet. ouais, merci Marie-Laure, je vais Ça, regarder hein. ce que dit le prof. Ouais. Merci Marie-Laure, mais j'ai Oui, parce compris. qu'en fait, effectivement, il y a plein de types de travaux variés aussi, hein. Donc, dans ces cas-là, il faut faire attention aux règles du jeu de chaque. Un compte rendu de lecture, c'est pas la même chose qu'un développement, c'est pas la même chose qu'une fiche de lecture ou bien qu'une critique de livre, c'est autre chose. Donc, chaque travail a un peu son genre littéraire. Et la Merci problématique, Marie-Laure. elle s'adapte. Mm. Merci Marie-Laure. De rien. J'ai une question, si c'est... Oui, Souvent, le prof on a des petites questions. nous fournit une question et commence par comment ou en quoi. Donc, ça veut dire qu'il a déjà fait notre travail, une partie de Voilà. notre travail. Alors là, ça arrive effectivement. Parfois, on vous donne une problématique à traiter. D'accord. À ce moment-là, c'est pas la peine d'essayer d'en chercher une autre puisqu'elle est déjà là. Faire un plan. Mais à ce moment-là, toute la première heure ne sert à rien. Pas le cas, là. Ça peut arriver, notamment, comme vous disiez tout à l'heure, pour des temps de devoirs courts, Oui. où l'enseignant se dit, ben, il faut donner la problématique, sinon ça tiendra pas en 2 heures. Ça peut arriver, hein. Bonsoir, excusez-moi, j'ai une petite question. Oui, je vous en prie, Déjà, excusez-moi d'être arrivée en retard. je vous en prie. Alors, j'ai bien compris le sujet et la problématique, mais il peut y avoir plein de problématiques. Comment je sais laquelle est la bonne? Il n'y a pas une bonne. La vôtre, c'est chacun, non? Voilà, il n'y en a pas une bonne. Ça, c'est très important. Chacun On n'est a pas dans son. on n'est pas dans le cadre de la vérification de connaissances. On est dans comment je vais mettre en valeur mes connaissances pour répondre à ce sujet qui est forcément beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Donc, moi, je vais prendre ma question qui va me servir de fil rouge, mais alors ça, je l'avais indiqué. Vous le reverrez sur le PowerPoint. Voyez, regardez celle-là. Autant d'étudiants, autant de formulations différentes de la problématique. D'accord. Hein? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on avait un exemple d'un sujet qui pouvait être traité aussi bien en histoire ou en théologie. Eh ben, l'étudiant en théologie, il va poser une problématique qui va permettre de mettre en valeur des éléments de théologie, alors que l'étudiant historien, il va partir sur un autre sujet, sur une autre façon de traiter le sujet qui va être beaucoup plus historique. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas une problématique meilleure que d'autres, même si on a regardé des exemples avec des formulations plus ou moins réussies. Hein. Mais à partir du moment où on pose la question, on pose en quelque sorte le périmètre dans lequel on va déployer son devoir. Et du coup, on met soi-même les bornes en disant, moi, c'est ça ma question qui va me guider. Alors, ma deuxième Donc, question, forcément, il y aura autant de questions différentes. C'est peut-être que comme j'arrive en retard, c'est peut-être préférable de revoir la vidéo plus tard au lieu de vous faire peut-être répéter. C'est enregistré, on aura accès En après? fait,
Oui, oui, Oui. c'est enregistré. Vous verrez la première partie, mais c'est toujours intéressant de pouvoir répondre à des questions prises de façon variée parce que ça éclaire tout le monde, hein. Vous inquiétez pas. Alors, ce que je vous propose pour cette deuxième temps maintenant, c'est de regarder l'introduction et la conclusion. On est toujours dans la méthodologie de la production organisée, donc que ce soit un écrit long, un écrit court, une préparation d'oral, etc., toutes les variations possibles. Et du coup, de regarder l'intro et la conclusion. Et d'après vous, pourquoi j'ai mis ça maintenant? Pourquoi ce deuxième sujet? Je peux le dire, je pense. Parce que Vas-y. dans l'intro et dans la conclusion, tu as tout le sujet. Non. Bah, ça permet Alors, ça de... brûle, ça brûle. Ah, je ne suis pas loin. Alors, allez-y, vous autres. C'est ce qu'on doit Oui, oui, faire d'abord. absolument. Ça va Oui, ça va c'est permettre vrai vraiment de aussi. concentrer le sujet, en fait. Alors, De le cerner. sujet, oui, mais surtout votre problématique. Eh La oui, problématique, ouais. ça le départ. Voilà. Du coup, c'est ça la petite, l'introduction et la conclusion, ce sont en fait deux étapes qui permettent, Encadré, voilà. quand on fait un travail, hein, deux étapes du travail qui sont en lien privilégié avec la problématique. Parce que quand on a sa problématique, sa question, elle sert à quoi? La problématique, elle va servir à donner l'orientation du travail qu'on va mettre dans l'introduction. Et la problématique, ça va être la question à laquelle on va répondre en conclusion. Mhm. Donc en fait, quand je dis que la problématique, elle va servir de fil rouge, c'est très concret. Parce elle va vraiment, elle va être là, la problématique, elle va être là dans l'introduction et elle sera aussi dans la conclusion. Mais on fait pas les deux en même temps. Alors, si en général, on dit que quand on a un peu de temps de préparation, Ah, on n'entend plus rien. Oh. Ah, Ah, je ne sais pas si c'est moi, mais je n'entends plus rien. Moi non plus. moi non plus, je sais pas pourquoi. Marie-Laure, t'as bugué. Puis ça Coucou, continue. Mina. Non, Coucou mais Christine, je suis contente de te voir. Ça va? Eh ben, moi aussi. Ah, tout le monde s'entend, sauf la prof. c'était figé, ça va redémarrer. ouais, ça Ouais, il y redémarre. a des coupures, c'est surtout ça. Voilà. Elle est vivante, elle recommence à bouger. Ça y est. Fatigué, découvrez la nouvelle gamme Timothy. L'alliance d'ingrédients d'origine naturelle et d'actifs ultra légers d'huile de coco. Plus c'est de cheveux. Reviens. Ça y est? Oui, Ah, ça ça y y est. est. Formidable. Ça revient, Ça a été ça un peu revient. plus long là. Alors, ce qui est très amusant, c'est que moi, je perds pas la connexion, c'est-à-dire que je vous entends toujours. C'est bizarre, je comprends pas bien. Mais enfin bon, je continue. Oui. Donc, l'introduction et la conclusion sont en lien vraiment important avec la problématique. On va regarder ça de près. C'est l'objet de notre, là, on va se concentrer là-dessus. Donc, l'introduction et la conclusion, c'est ce qu'on essaye de rédiger au brouillon, si on peut, si on a le temps, parce que justement, ce sont des pièces vraiment stratégiques dans la construction d'un devoir. Alors, comment fait-on une introduction? On prend un entonnoir. Ah, J'aime bien mon entonnoir. On prend cet entonnoir, On va cuisiner. oui, pour cuisiner cuisiner le sujet. Pourquoi un entonnoir? Parce qu'en fait, ça permet de faire une progression en 3 étapes. Voilà. Du plus vaste, vous voyez en haut, voilà, là-haut, on peut mettre plein de... jusqu'au plus pointu, au plus précis, qui va nous amener au traitement du sujet de façon très précise.
Donc la première étape, c'est d'abord une entrée en matière. On va, là, vous voyez par exemple sur un sujet quel qu'il soit, on rentre pas comme ça brut de décoffrage, on essaye d'introduire un peu. C'est l'introduction de l'introduction en quelque sorte. On s'essuie les pieds avant d'entrer à la maison. Vous voyez, on fait quelque chose qui, ça peut être très 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 varié. C'est la partie la plus aléatoire en quelque sorte, puisque en fait, selon l'inspiration, ça peut être très très varié. Mais c'est une entrée en matière qui va nous permettre de progresser de zoomer petit à petit vers l'énoncé de la problématique qu'on a choisie. Donc, vous voyez, il faut qu'on arrive à introduire notre problématique. Dans l'introduction, on écrit sa problématique. Elle sert à ça, la problématique. Elle sert à servir de cœur de l'introduction. C'est là qu'on la met. Une fois qu'on a positionné des arguments, des choses. Alors là, je parle un peu dans le vide parce qu'on va regarder des exemples. Et ben du coup, on zoome sur la problématique pour que la problématique arrive comme naturellement. Donc c'est là qu'on la met en deuxième étape de l'introduction. Ah, là, ça bug. Ça a coupé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est alors que l'entrée en matière par rapport à Ça y est, je suis de retour. Ah, ça y est. Je sais pas où ça s'est arrêté parce que j'avais pas vu. Moi, je continue à causer toute seule. Ben, vous disiez 1, entrer en matière, 2, énoncer de la problématique choisie. Voilà. Voilà. Qu'est-ce Vous que étiez c'est arrêté là. en matière? Voilà. Et donc, on était arrivé pour répondre à la question que j'ai posée, quelle va être la logique du plan? Donc, on annonce le plan. Les grandes parties, en fait, de votre travail. Après, la troisième partie, alors. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment des parties, hein. On va regarder des exemples. On va regarder des exemples d'introduction. C'est pas vraiment des parties, ce sont des étapes. Voilà, pour faire une introduction, il faut qu'il y ait ces 3 étapes dedans. Oui, mais l'entrée en matière, qu'est-ce que ça signifie? Alors là, ça peut être très très varié, vraiment. Ça peut être parce que ça dépend un peu du sujet qu'on traite. Donc ça peut être une citation, ça peut être tout simplement de parler un peu du contexte si c'est quelque chose qui est un peu historique. Ça peut être présenter le texte si c'est un commentaire de texte. Ça peut être. Et l'amorce alors, c'est ce qu'on appelle l'amorce? C'est ça, exactement. Exactement. Et l'amorce, ça peut être vraiment très varié selon les devoirs. Là, c'est vraiment la partie la plus aléatoire. En fait, ça dépend beaucoup c'est ce qui va permettre de préparer le lecteur à entrer dans la question, parce que la question, elle est déjà bien sérieuse, bien serrée. Donc, il faut qu'on l'amène tranquillement à montrer notre problématique comme quelque chose, voilà, une question qui se pose naturellement. Quelque chose, voilà, on essaye dans l'étape 1 de fluidifier pour progresser vers l'énoncé de la problématique. D'accord. Voilà, ça c'est, disons, les étapes au niveau théorique, et puis on va regarder des exemples pour que vous voyez bien où se situent les étapes et tout ça. D'accord. Ouais. Deuxième petite chose par rapport à l'introduction, quelle est la taille idéale de l'introduction? Oui. Alors, pour un devoir de quelques pages, l'introduction, elle fait un bon paragraphe, elle fait une 20aine de lignes. Ah, quand même, oui. C'est pas forcément, oui, en 15-20 lignes, ça dépend bien sûr de la taille du devoir. Alors, il y a cette règle un peu, on va dire c'est un repère, pas plus que ça. On dit souvent que l'introduction et la conclusion font environ 10% du travail, à eux deux. Mais quelquefois, ça paraît un peu beaucoup.
Et quelquefois, ça paraît bon, voyez. Parce que si on a un travail de 10 pages, par exemple, ça voudrait dire que l'introduction plus la conclusion ne font qu'une seule page. Là, ça fait un peu court. Une seule page chacun. Ça fait une seule page tous les deux ensemble, intro plus conclusion. Et là, ça fait pas beaucoup. Bon, vous voyez, un bon paragraphe pour un travail de 4-5 pages, c'est tout à fait bien. C'est tout à fait proportionné. L'équivalent d'un paragraphe que vous aurez dans votre développement. D'accord. Alors, en revanche, moi, j'ai vu, par exemple, là, dans mes paquets de copies de ce week-end, pour un devoir de 3 pages, une introduction d'1 page, c'est disproportionné. C'est D'une trop long. page. Ouais. Ah bon? 3 pages, le travail, il faisait 3 pages, et l'introduction, il faisait déjà toute la première page. Donc, C'est vous voyez, trop? c'est pas équilibré, ça va pas. C'est trop pour vous? C'est trop, oui. Ah oui, beaucoup, oui. Ouais. De Voilà. notre côté, pardon, Oui, je crois qu'il faut bien soigner ces deux parties-là parce que le correcteur, des fois, il est accroché par l'introduction et la conclusion surtout. absolument. Ce sont vraiment, hein, je ne sais pas si j'étais coupée à ce moment-là, mais j'ai dit tout à l'heure, ce sont des pièces stratégiques. Stratégique. Ouais, c'est vraiment, du coup, ce qui fait qu'on recommande de les faire au brouillon, celles-là. Même si on n'a pas beaucoup de temps pour faire ce devoir, c'est quand même recommandé de bien peaufiner ces 2 pièces. Elles sont vraiment importantes. Après, on n'a pas le temps d'écrire tout le devoir au brouillon, mais l'introduction et la conclusion, ça vaut la peine de bien les travailler pour bien formuler ce qu'on veut dire. D'accord. Voilà. Et puis alors, une dernière chose par rapport à l'introduction, évitez à tout prix, mais à tout prix, de commencer une introduction par ce texte ou ce sujet. Ce sujet nous invite à... Non, 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 c'est facile de pas faire ça, mais il faut y penser. Hein. J'ai mis un petit exemple. Alors là, c'est un exemple récent parce que j'ai un de mes fils qui est encore en terminale. Et il m'a montré son introduction de son dernier devoir de philo. Et il avait écrit, dans ce texte, Simone Veil évoque les conditions de travail. Après, je laisse, c'est le sujet sur le travail qui est la philosophie du travail. Alors que c'est si simple, je lui ai montré, hein, c'est si simple de dire donc c'est dans le livre de Simone Veil qui s'appelle La condition ouvrière. Mais c'est pas difficile. Au lieu de dire dans ce texte, on enlève ça, on écrit dans la condition ouvrière, Simone Veil évoque les conditions de travail. Et du coup, ça c'est la phrase d'accroche. On est sur l'amorce là, ce que vous disiez amorce, ou moi ce que j'appelle l'entrée en matière. Ben, du coup, il suffit juste de préciser où on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et donc, on est en train de lire la condition ouvrière, et ben c'est parfait, il faut le dire. Et comme ça, l'introduction, voilà, faut éviter absolument de commencer par ce sujet ou ce texte. C'est pas très littéraire déjà. Et puis voilà, ça, sinon, en quelque sorte, il faudrait faire comme si on n'avait pas besoin d'avoir le papier qui donne le sujet à côté pour comprendre le travail que vous êtes en train de faire. Il faut qu'on arrive à le voir dans l'introduction. Je ne sais pas si je suis claire là. Oui, tout à fait. Ouais, ça c'est important. De pouvoir Une bonne image, ça. Voilà, d'évoquer le sujet, voilà, dans l'introduction, sans qu'on ait besoin de se reporter au sujet tel qu'il a été rédigé sur la feuille de devoir, quoi. D'accord. Donc voilà, je reviens à mon entonnoir. 3 étapes, entrée en matière ou amorce, énoncé de la problématique et annonce du plan. Ce sont les 3 étapes d'une introduction. Vous savez ça déjà. Oui, oui, oui. Alors, je vous ai mis ici, alors, je ne sais pas si on aura le temps de regarder, peut-être de regarder 3 exemples
d'introductions que j'ai sélectionnées. Il y en a des bonnes et il y en a des pas bonnes. Alors, on va lire, je vais vous en montrer une pour commencer, et puis vous allez me dire si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Alors, je commence. Donc, c'est toujours le même devoir hein, sur la préoccupation de l'unité chez les pères de l'Église. Alors, voilà, elle est un peu longue, hein, c'est, vous voyez, c'est assez long. Le mot unité est synonyme d'harmonie, bonne volonté, paix, compréhension mutuelle et exprime une condition que le cœur cherche souvent. En théologie, la théologie de l'unité ne signifie pas quelque chose d'homogène, c'est pas très clair là, mais bon. Nous formons un peuple multiple, divers, et nous sommes à l'image de Dieu. Ignace d'Antioche, évêque, confesse la foi des apôtres. L'idée de sa doctrine est l'unité. L'unité de Dieu, un et trine. L'unité du Christ, Dieu et homme. L'unité du chrétien avec le Christ, fondement de la vie spirituelle. L'unité des chrétiens entre eux dans l'Église, visiblement signifiée par l'évêque, entouré de prêtres qui forment un sénat, de diacres qui par le service social expriment la diaconie de Jésus-Christ. Il a d'ailleurs écrit un type de confession de foi dans sa lettre aux Tralliens. Soyez sourds à ceux qui vous parlent d'autre chose que de Jésus-Christ, et voilà, et du coup c'est mal recopié. Qui est véritablement né, a mangé et a bu, a véritablement souffert la persécution sous Ponce Pilate, a véritablement été crucifié, est mort à la face du ciel, de la terre et des enfers, il est véritablement ressuscité d'entre les morts. Il s'agira de voir, vous la reconnaissez peut-être parce que c'était la problématique A, il s'agira de voir en quoi la théologie de l'unité est importante pour les pères apostoliques. Allez, vos remarques. Parce qu'il y en a Alors, tellement. déjà, il y a beaucoup pas trop de bon. détails. On rentre déjà beaucoup trop dans les détails et Oui. ces détails doivent être en fait dans le développement et absolument pas dans l'introduction. Absolument. Il y a Là, pas on de part, problématique. là, on est déjà parti dans un bouquet d'arguments qui sont pas bien rangés déjà, et Voilà. ça se voit. Alors, ça se voit déjà. Alors, vous Au verrez. départ. Moi, je commence à avoir Ensuite, un peu. il n'y a absolument pas d'annonce de plan. On ne voit pas du tout le plan du Il n'y travail. a pas de problématique non plus. Bah, la Alors, problématique, elle est à la fin. C'est la c'est dernière la phrase. dernière ligne, la Elle- problématique, mais elle est Donc, pas, elle n'est pas du tout super Elle n'est pas en valeur, oui. développée. étayée. Voilà. Elle n'est pas du tout Elle étayée. n'est pas claire. c'est Non, sûr. elle n'a pas été suffisamment bien amenée Elle est- par une oui. amorce qui progresse vers, hein, Voilà, parce elle qu'il y est avait claire, trop de mais détails. c'est Voilà. ça. Et par contre, c'est très bien défini quand même, le sujet. La Mm, question Non, est non, non, c'est non. une très mauvaise, si je peux me permettre, c'est une très analysée, mauvaise mais introduction. pas, voilà, analysée, mais pas, Je trouve mais que trop, c'est quoi. très confus, au contraire. Ouais, Oui, c'est ça. ouais. S'il vous plaît, Absolument. est-ce Il que n'y a le pas mot de liaison unité, elle a entre bien paragraphes. défini quand même au début? Pardon, j'ai pas entendu parce que tout le monde parlait en même temps. J'ai entendu une question, mais j'ai pas entendu le début. Le mot unité, Oui, elle a bien défini au tout début. oui. Alors, il y a des bonnes Oui, intuitions. Il y a mais des bonnes intuitions, mais d'un certain côté, il faut choisir, quoi. Vous voyez, il va falloir. Du coup, là, dans cette il faut introduction, rester. il y a tellement de choses à dire. Nous avons l'étape 1, qui est un bouquet d'arguments qui part un peu dans tous les sens. Et l'étape 2, qui est l'énoncé de la problématique, qui est la dernière ligne. Mais il n'y a pas d'étape 3. On est Donc, c'est d'accord. un premier reproche D'un- hein, ouais. Et pour. puis d'un point de vue narratif, moi j'aurais plutôt commencé avec en théologie. La théologie de l'unité ne signifie pas quelque chose. J'aurais plutôt commencé par cette phrase plutôt Oui, que la phrase précédente. ouais. Et, Et puis après, elle part ouais. d'un exemple précis avec Ignace d'Antioche, alors que Voilà. c'est Elle pas le refuse sujet. la Le Il faut sujet est rester, plus vaste. voilà, il faut rester Voilà. beaucoup plus généraliste en fait. Ouais. Alors j'en profite aussi pour vous montrer, mais parce que ça, du coup, on aura un temps sur cette question-là. Alors, dans ce petit paragraphe-là, il a d'ailleurs écrit un type de confession de foi dans sa lettre aux Tralliens. Vous voyez que les guillemets sont ouverts, mais ils sont pas fermés. Ah, Voilà, dommage. Et puis, il n'y a pas de référence parce que quand on est en devoir de type universitaire,
toute citation, mais ça on le reverra, hein, on fera une séance là-dessus justement pour les règles. Mais toute citation doit être entre des guillemets. Donc là, du coup, les guillemets, ils sont laissés ouverts. Donc ça va être des courants d'air là. Et puis, il n'y a pas la référence exacte qui manque là, hein. Là, il faut une référence exacte. La lettre australienne, elle a plein de chapitres. Donc, il faut dire quel chapitre, quel paragraphe pour que on puisse aller chercher la citation facilement. Toute citation doit être bien référencée. Mais ça, on reviendra là-dessus. Marie-Laure, moi j'aurais commencé par la dernière phrase, il s'agira de voir en quoi la théologie de l'unité est importante pour les pères apostoliques, et j'aurais enchaîné en théologie. La théologie de l'unité ne signifie pas. Oui, mais ça n'aurait pas été non plus très bien parce que sinon, parce que ça, c'est sa problématique, la dernière ligne. Donc il faut introduire cette problématique. Donc du coup, il va falloir quand même, avec mon entonnoir, là, arriver à zoomer, voilà. Donc il faut une amorce un peu générale qui permette d'arriver à cette question-là, mais qui est pas si mauvaise, hein, mais même si elle est un peu trop générale, quoi, hein. Elle est un peu générale. En quoi la théologie de l'unité est importante pour les pères apostoliques? Elle est un peu générale, mais elle est pas mauvaise. Donc comment est-ce qu'on peut récolter des petites amorces? Une amorce pour pouvoir arriver à poser cette question-là comme étant l'objet du travail que je vais proposer. Oui. Et puis surtout, ne pas oublier d'annoncer le plan. Alors, il y a déjà un petit élément qui attire l'attention quand on regarde cette introduction, c'est qu'il y a trop de passages à la ligne. Il y a trop de passages à la ligne, du coup, c'est très haché. Il y a un défaut de ponctuation et de Il n'y a pas de liaison. Paragraphes, en fait, elle fait des paragraphes qui ne devraient pas lieu d'être. Voilà. Normalement, alors on va regarder un deuxième exemple. Vous allez voir un deuxième exemple. Alors là, c'est un petit peu serré là. Là, c'est l'extrême inverse, mais bon, c'est l'extrême inverse. C'est l'inverse, voilà. Voilà. Et là, il y a pas beaucoup de, quoique il y a quand même des retours à la ligne. Hein, il y a des retours à la ligne, mais moins. Il y en a que peut-être un retour à la ligne, je crois. Il aurait fallu le justifier pour. Mais là, du coup, vous voyez, on voit visuellement, on voit une pensée morcelée ou bien une pensée construite. C'est clair. Ouais. Pensée morcelée avec trop de retours à la ligne, mais on reviendra aussi sur ce sujet parce que c'est un élément important, ça, dans un travail universitaire. On reviendra là-dessus dès la prochaine fois, je crois. Ouais, c'est l'heure. C'est fini? Comment? Non, c'est pas fini. Mais du coup, j'annonce pour que vous reveniez. Alors, deuxième exemple d'introduction. Ayez soin de garder l'unité, c'est toujours pour le même devoir, hein. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix, comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. La citation est très très bien, mais elle est un peu trop longue. Hein, parce qu'il n'y a pas besoin de tout pour donner l'idée. On aurait pu couper un petit peu, mais elle est bien pour entrer en matière. C'est une belle amorce, c'est possible, hein. Voilà. Nous pourrions encore parcourir longuement les textes du Nouveau Testament pour y relever les nombreuses recommandations du Christ sur l'importance de l'unité. L'unité de Dieu, de l'Église, de la foi, unité du dessein de Dieu dans l'histoire du salut, unité des chrétiens. Voilà. Parmi les pères de l'Église de la première période, donc jusqu'à 313, l'édit de Milan, les pères apostoliques vont devoir répandre en continuité cette bonne nouvelle. Après la disparition des apôtres qui avaient vécu l'événement de la Pentecôte et reçu la charge de porter l'annonce de la résurrection de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, ils vont gérer les commencements de l'organisation de l'Église avec cette préoccupation de son unité, mais aussi trouver les mots pour dire l'unicité de Dieu Père, Fils, Esprit, l'unicité des deux testaments. Leurs écrits forment une première synthèse de l'enseignement de la foi, laquelle conduira aux énoncés des 4 grands premiers conciles de l'Église, Nicée 325, Constantinople 381, Éphèse 431, Chalcédoine 451. C'est pas forcé de donner tous ces détails, mais c'est pas grave.
qui la formuleront les premiers dogmes de la foi chrétienne. Dans une première partie, nous analyserons à travers les écrits de Clément de Rome et d'Ignace d'Antioche comment peut s'organiser l'Église pour qu'elle soit une. Puis, dans une deuxième partie, comment les pères ont cherché à exprimer la foi en Jésus-Christ pour rester fidèles à son enseignement et à toutes ses prescriptions. Vos commentaires? C'est bien mon jeudi. Hein. Eh, bueno, beaucoup trop il est long. plus cohérent. Oui, c'est plus cohérent. On sent un fil plus cohérent que la première. Mhm. C'est plus construit. On voit un point de départ et un point d'arrivée. Ça pourrait être synthétisé, hein, selon moi. Oui, Hein. Oui. c'est un peu En long, hein. revanche, il y a trop de détails. Par Mhm. exemple, donner tous les conciles avec leurs dates, c'est pas le moment. Absolument. Trop de Ouais. détails. Ça, ce sont des choses qu'on pourra ajouter dans le développement, mais c'est pas Et puis, intéressant là. le début est un peu brutal. La citation, elle vient, Él está, elle arrive un peu. Oui, là, alors, commencer par une citation, ça peut être une idée, parce que du Oui, coup, ça permet après de déployer un petit peu et puis d'arriver à sa problématique en faisant un lien, quoi. C'est possible. Disons que c'est pas c'est la forcément, manière dont, c'est sí, la él está manière dont elle est problemática. amenée, je trouve. La oui, manière dont elle est amenée. c'est un peu, Brutal. oui, puis les phrases ensuite sont très très longues en fait. Voilà, c'est trop long aussi. Ouais. Alors, j'ai moi un reproche majeur à faire à cette ¿Cuál es la introduction. problemática? Elle est où la Eh, problématique? Elle il est y en en a bas. pas. Il y Il en n'y en a a même pas. pas. Ah non. Non, il y a le plan tout de suite. Voilà, Non, Pas de exactement. problématique? Non. non, Dans il y a cette introduction, ça va mieux déjà que la première. Oui, Mais alors, dans la première, il y avait l'étape 1 et l'étape 2, mais il n'y avait pas d'étape 3. Ici, on a l'étape 1 et l'étape 3, mais on n'a pas d'étape 2. voilà. Il manque la problématique. Voilà. Mais le plan est bien annoncé. Par Le contre. plan est mieux annoncé, comme l'autre, il n'en avait pas, du coup, là, le plan est annoncé. Alors, c'est dommage parce que il y a l'idée arrive presque de la problématique, mais elle est pas. Et du coup, vous voyez l'intérêt de poser la problématique comme une question, parce que du coup, ça permet d'enchaîner pour dire, au lieu de dire dans une première partie, nous analyserons, on peut dire, pour répondre à la question, il faudra voir ceci, puis voir cela, par exemple. Et du coup, ça rend l'annonce du plan plus fluide. Oui, à la question. Par exemple. Donc, elle est un peu bavarde, cette intro-là. Hein. Oui, oui, oui. Elle est un peu bavarde et elle oublie au passage. Du coup, quand on papote, on oublie parfois l'essentiel. Et là, du coup, c'est l'énoncé de la problématique qui a été zappé. Oh, tous mes étudiants doivent avoir les oreilles qui sifflent là parce qu'on on parle d'eux. Je les prends comme des On ne leur dira rien. Non, On ne leur de dira toute rien. façon, je me suis dit qu'il n'y avait pas de risque. Est-ce qu'il est bon de dire nous analyserons, nous, plutôt que Oui, c'est possible. On peut tout à fait dire ça. C'est pas grave, oui. Est-ce qu'on peut dire je? Non, je ne dis pas je. Termino. Alors, là, ça dépend dans quel travail on est en train de préparer. Par exemple, si on est en train de préparer un oral, là, on pourra bien sûr dire, pour répondre à la question, je vais d'abord parler de ceci, puis de cela, et là, du coup, c'est fluide. Oui. Hein? Vous voyez, là, il faut adapter la règle au genre littéraire de ce que vous êtes en train d'écrire. C'est vrai qu'en général, quand on est dans un écrit, on évite de dire je, on dit plutôt nous. C'est une forme de convention qui est plus voilà, ce sont les usages. Mais par contre, à l'oral, on pourra très bien dire je. Et surtout pas de on. Ah oui, le on est un peu. Alors, autant il y a auparavant, il était plus toléré le on, mais après il est devenu tout à fait mal reçu. Alors, je vous propose un dernier exemple que je trouve meilleur.
Alors, regardez, rien que visuellement, Voilà, Oui, déjà ça va mieux. Et c'est très on agréable. voit, respire le voilà, texte. visuellement, on voit que c'est pas bavard, On voit qu'il y a la et première cependant, on voit partie, bien les voilà. 3 étapes. Ouais. Ouais. Première On voit partie, bien les deuxième 3 étape, étapes. on voit tout de suite la problématique, et troisième étape, Voilà, on voit tout de suite le plan. voilà, exactement. Et Sans du lire coup, même, sans lire. voilà, Ouais, même sans lire, et vous voyez, Voilà. l'aspect visuel est important. Ouais. Ouais. Oui, On oui. va la parcourir brièvement, mais vous allez voir, elle répond bien aux 3 étapes. Alors, je la donne pas comme un modèle parfait, mais elle est quand même bien ficelée, ben mieux que les 2 autres. Dans la première période d'expansion de la foi, donc des origines à 313, celle-ci se déploie dans une large zone géographique autour de la Méditerranée, avec des contextes historiques et culturels très différents. Les successeurs des apôtres forgent l'identité des premières communautés et la foi chrétienne. Dès le début, ces communautés sont exposées aux persécutions. Mm, Nous sommes coupés. Ah, Marie-Laure, on n'entend plus rien. On continue à lire à nous, hein. Aïe. Qu'est-ce qu'elle enseigne bien, mon Dieu. Marie-Laure nous a abandonnés. non, pas là. On est coupé. Voilà, je suis revenue. Ça y est. Ce Alors, qui est on bizarre, c'est voit, qu'on continue tous à s'entendre, mais il y a juste vous qui... sauf moi, oui. Bah oui, c'est bizarre, non? Oui, mais c'est vraiment étrange parce que moi aussi, je vous entends. C'est pour ça que du coup, je sais pas quand ça Ouais, s'arrête, parce qu'entre nous, on continue à mais s'entendre, mais vous, j'essaierai non? de trouver. Ouais. Ouais. Bon, Alors, j'étais arrivée à la problématique. Dans Oui, ce dans ce contexte, nous contexte. allons regarder en quoi les pères de l'Église ont commencé à bâtir les fondations du christianisme en vérité pour tendre vers une unité. C'était une des problématiques que j'avais relevées dans les premiers exemples que Oui. j'avais pris avant. Nous commencerons par étudier comment cette démarche de construction de l'unité se réalise. Alors là, j'arrive pas. Voilà, avec une foi commune, puis comment cette unité prend forme dans des pratiques, et enfin, nous terminerons par la transmission apostolique comme ciment de cette unité. L'annonce du plan est pas super claire, mais Mm, au final, dans le travail, Pas mal. on voyait bien la différence. Parce que ce qu'il faut essayer d'obtenir quand vous annoncez le plan, c'est de donner les grandes directions et que ces directions soient bien identifiées, différentes les unes des autres. ça rebug. bien desotra. C'est Et surtout que le plan soit bien repris. Parce que quelquefois, il est annoncé dans l'introduction, mais il n'est pas bien retranscrit dans le travail, dans le développement. Ah oui. Y après, la conclusion, c'est les, ¿cómo se dice? En vérité, la problématique, elle est dans le troisième étape. L'entonnoir inverti. Je vois la diapositiva suivante. En vérité, Tu vois, l'annonce du plan, la problématique en deuxième étape et la troisième, c'est quoi déjà? Le plan. c'est l'annonce du plan. Et l'annonce du plan. C'est l'annonce Mais du plan. c'est juste ce qu'il faut, quoi, comme dimension, à peu près. Oui, c'est Hein? pas mal, c'est pas mal. Et après, elle a dit, c'est selon ce qu'il demandait, comme une feuille, tout ça. Mais pas une page, quoi. Il faut éviter. Ben oui. Mais là, au moins, c'est clair, je trouve. Bon, È ben mimosa. bonjour Solange, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, c'est marqué Henri, mais c'est Corinne en fait, hein. Ok. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Oh, ça a été un peu plus long, Ah, là. Un Ah, peu c'est plus. bien. Ouais. C'est Ça a bien, été c'est un bien. petit peu plus Donc, vous voyez, cette proposition d'introduction, elle est plutôt pas mal. C'est pas un modèle, voilà, à recopier, hein, mais elle est quand même mieux structurée. Et puis, du coup, c'est plus fluide, quoi. Et puis, c'est pas bavard. Il y a pas,
voilà, il y a peut-être deux, trois bricoles qu'on aurait pu éviter, mais c'est pas Bon, bavard, donc c'est plutôt c'est bien. bien. C'est une dimension tout à fait acceptable. Ah ben, Oui, bon, je crois que on va arrêter là, non? Il est -10. on est coupé tout le temps. Non, on va finir la conclusion quand même. Hein. Il manca la Là, dernière vous m'entendez diapo. plus là? Si on Si, là entend. maintenant, oui. Maintenant, oui. Ah, mais oui, moi je vois des alertes qui disent que c'est instable en fait. Bon, Ah. allez, on va Vous êtes sur terminer. Nice? Non, Vous je êtes suis à sur Lyon. Ah, vous êtes à Lyon, d'accord. Ouais. Non, on va trouver. Je trouverai un endroit meilleur pour la prochaine. Il fallait tenter hein, pour la première. D'accord. Il y a du mauvais temps à Lyon? Il doit y avoir du mauvais temps, non? C'est pour ça. Et le fils, il va apporter le récepteur, là, je sais pas quoi. Neige. Voilà, oui. Venez à Nice, ça Alors, passera mieux. tant qu'on a de la connexion, voyons la conclusion. Donc, Oui. la conclusion, par contre, c'est deux étapes seulement. Et cette fois, on inverse l'entonnoir parce que on va donc de ce devoir qu'on a bien travaillé, voilà, vers une ouverture. Donc, il y a deux étapes dans la conclusion. Le miel de votre réponse à la problématique. J'appelle ça faire son miel parce que il s'agit pas d'être trop, de pas, voilà, donc trop résumer tout ce qu'on a vu. Faut essayer de faire quelque chose d'un peu différent, hein, une synthèse, quoi, des réponses qu'on a apportées. Mais du coup, là, il est fortement recommandé de reprendre les termes de la problématique. Voilà. Ah, ça y est. De reprendre les termes de la problématique. De pouvoir aller chercher sa question et dire, voilà, à cette question-là, voilà les réponses que j'apporte. Donc c'est important de pouvoir du coup avoir voyez comment votre problématique elle fait vraiment l'unité de votre travail, puisqu'en fait c'est la problématique qu'on annonce en introduction. Dans le développement, la semaine la prochaine fois, on verra comment on peut rebondir sur la problématique dans les transitions. Et dans la conclusion, on répond à la problématique en disant, ben voilà, notre question c'était ça, et on a vu telle chose qu'on voudrait mettre en valeur, qu'on a trouvé au fil du développement. Donc, vous voyez comment la présence d'une bonne problématique, ben ça fait la qualité du devoir. Ça fait la qualité du devoir. Alors, je m'aperçois bizarrement qu'il y a un truc étrange, voilà. La deuxième partie de l'entonnoir, du coup, la deuxième partie de la conclusion, c'est une ouverture, mais une ouverture raisonnable. Hein. Par exemple, ça peut faire penser à telle ou telle question, mais vous voyez, on ne recommande pas de commencer l'introduction à la création du monde et de terminer la conclusion sur l'eschatologie. Dis pas ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que l'anthropologie, je ne finirai pas par Parce que ça fait trop grand. Vous allez finir avec la parousie. C'est trop. On n'a pas le temps d'écrire un bouquin. Alors, c'est pourquoi j'appelle l'ouverture raisonnable. Voilà. Donc, en lien avec le là, sujet, tu m'as mais enlevé mon plan, Anne-Laure. Oh. Oh là là, j'allais finir par la parousie, maman. Et on est là pour apprendre. Hein. On fait voilà des choses voilà qui vont pas trop loin. Oh là là. Alors, je vous donne deux exemples de conclusions dans les devoirs que je suis en train de corriger là. Voilà une conclusion. Le monde est constitué d'hommes et de femmes, créés à l'image de Dieu, fruit de son amour. L'unité de l'Église commence par l'unification du cœur de tous, en s'unissant à Dieu, notamment par l'obéissance aux lois de l'Évangile, au chemin vers Dieu que le Christ puis les apôtres ont montré. Pas mal. ¿Qué c'était la problemática? Ben voilà. Alors,
Qu'est-ce Il n'y a qui pas va la pas? reprise de la problématique, hein, Voilà. avec... C'est ça, On ne sait pas à quelle question répond cette conclusion. Donc, exactement. Non, elle tombe ouais, un peu à plat. ouais. Elle est un peu fourre-tout parce que Voilà. Bon, On est coupé. Tu dis quoi? c'est qui parle? Et là, Marie-Laure, madame la professeure, Non, on la voit plus. Bah, elle doit être là, mais ah, vous me voyez pas? Si et on on vous voit, voit, Oui, on vous voit, mais mais on vous un peu entend plus. figé. Ah, bon. Et alors, dernier exemple, Voilà. ça c'est un peu long par contre. Oula. Comme le Là, monde. celle-là, elle est un petit peu trop longue, mais en fait, je crois on va pas la lire parce qu'elle est trop longue, mais elle est pas mal faite parce que du coup, elle répond bien à la problématique. Donc, je vais juste lire le début. Comme le montrent ces différents exemples, l'unité pour les premiers pairs n'est pas une absence de conflit, mais la capacité des communautés à résoudre leurs problèmes en se référant à une mission commune reçue du Christ. Ça, c'est du miel. Vous voyez? ça Ouais, c'est c'est bien fait. Alors, on va pas lire tout, mais elle est bien faite, elle est bien faite. Parce qu'après, elle reprend un petit peu. Et l'ouverture en deuxième étape est bien faite aussi. Je lis juste la fin, si vous voulez. Mhm. Cette réflexion patristique sur l'unité demeure aujourd'hui d'une grande actualité, notamment dans le contexte du dialogue œcuménique, en rappelant que l'unité de l'Église est à la fois don de Dieu et tâche à construire dans la vérité et la charité. Les pères offrent des repères précieux pour penser l'unité des chrétiens au-delà des divisions historiques. d'accord. En vérité, Très bien formulé. Marie-Laure, il aurait dû prendre Oh, c'est beau. Oui, mettre la fin simplement, pas mettre le milieu. Il y a des, oui, il y a des. alors le milieu est intéressant parce qu'elle fait vraiment bien le miel de son devoir. Alors, tout est bien. Donc l'étape 1, elle peut être un petit peu développée. Là, elle est peut-être un petit peu trop développée, mais vous verrez quand vous lirez, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis du coup, l'ouverture fluide, elle est pas trop large. Elle est une question précise quand même, la question du dialogue œcuménique, où les pères peuvent être des bons guides. Donc c'est bien ficelé, c'est bien. C'est fluide. C'est pas Ouais. long pour une conclusion. Oui. C'est pas mal. Un petit peu long, un petit peu long. Le seul reproche qu'on pourrait donner. Ouais. Alors, écoutez, moi ce que je vous propose, là on a vu aujourd'hui la problématique et puis, parce que ça va être bientôt la fin, la problématique et puis du coup l'impact de cette problématique sur l'introduction et sur la conclusion. Voilà, c'était mon objectif pour ce soir. Ce que je vous propose, un petit travail intermédiaire que vous pourrez mettre, si vous voulez, sur Moodle. C'est de reprendre quelques anciens devoirs que vous avez déjà faits, des devoirs finis, et puis de regarder 3 choses. Donc, de comparer le sujet qui était proposé et la problématique que vous aviez formulée, ou pas, hein, parce que peut-être vous n'aviez pas l'idée de faire une problématique, donc peut-être que vous n'aviez pas de problématique, peut-être, et du coup laquelle vous pourriez proposer après. Et puis de regarder si vous avez bien respecté les 3 étapes de l'intro, les 2 étapes de la conclusion. Et puis de regarder si votre conclusion répondait bien à la question posée en introduction. Okay. Non, mais moi, j'ai pas de devoir. Cette slide-là, elle est bien, elle est sur Moodle, hein. Voilà. Et puis vous pourriez du coup poster sur Moodle si vous voulez un exemple que vous voulez bien partager et que du coup je pourrais utiliser comme illustration lorsqu'on reprendra la prochaine séance. Un exemple. Ça vous va?
Oui, mais moi, j'ai pas d'anciens devoirs comme ça, Vous hein. n'avez pas d'anciens devoirs? Moi, c'est ma On va première année essayer. à l'ITFP. Voilà. Après, C'est vraiment sur la base du volontariat, c'est pour éviter Mhm. que je vous parle seulement d'exemples de patristique, vous voyez, parce que sinon, c'est- je vais prendre dans mes affaires et du coup, Anne, Marie, Laure, Cheyenne, Madame, oui. professeur, vous pouvez pas donner un Donc, sujet plus facile? alors sur Moodle, vous avez un lieu. J'ai ouvert le lieu pour pouvoir déposer si vous trouvez des choses Je que vois, vous avez c'est envie quoi de le lieu? partager. Hein. C'est pas du tout obligé. Hein. C'est où le lieu? C'est pas du tout obligé. Alors sur Moodle, est-ce que Oui. je vais essayer de vous montrer Moodle. Je prends Moodle. Je vais essayer de voir si j'y arrive. Non, mais il existe, Alors, je l'ai vu, hein. Il y est, moi je oui, l'ai, hein, oui, dans oui. séance. Alors, c'est Juste. quoi? Alors, je ferme du coup Parler ça. de quoi? Du Christ? Hein. On s'en va. Non, Voilà. PPT, séance 1. Enregistrer les modifications? Non. Mince. Alors là, du coup, c'est Merci il faut beaucoup, que j'aille. Marie. Je dois partir. Bisous, D'accord, bisous. d'accord, bien Et dans le sûr. Seigneur. Du coup, Bye. vous trouvez sur Moodle. Hein, j'ai Très arrêté le bien. partage d'écran. En fait, mais sur Moodle, vous ouvrirez ce cours et vous verrez les documents Parfait. et puis la possibilité de poster des exemples. Voilà. Ben voilà, on a Bien. essuyé les plâtres de la première rencontre. J'essaierai de trouver un endroit qui soit bien mieux connecté pour la prochaine. Merci. Parfait. Mais Merci en tout cas, beaucoup. merci. Marie. Bonne soirée. C'est Bonne bon. soirée. Au revoir. Merci.